plan de gestion Chaîne des Puys de Limagne tient compte de l'existence des plans de gestion forestiers, sylvicoles, etc. Donc c'est très imbriqué. Ouais. Bon, bah peut-être que vous pourrez me raconter ça et je sais pas trop ce que j'en ferai, mais... Ça va être compliqué là. Parce que... Je fais beaucoup de schémas, mais alors comme c'est pas visuel... Il y a un plan pour le territoire de la Chaîne des Puys et de la Faille de Limagne. C'est un plan de gestion. C'est un document qui cadre et accompagne un projet. Un projet qui aborde toutes les dimensions qui participent à la vie de ce territoire. Ce plan intègre donc les formes géologiques, les paysages, le tourisme, la culture et les forêts. Un plan de gestion, en fait, c'est un document qui dit ce à quoi nous tenons et ce que nous voulons faire ensemble. C'est précieux. Et la gestion des forêts aussi est planifiée. Ce lien entre la Chaîne et la Faille, grand site et patrimoine mondial, et la gestion des forêts peut se trouver à un endroit, celui du paysage. C'est parce que les sommets de certains volcans sont pâturés qu'ils sont visibles. On en parlait dans l'épisode 2. Donc les forêts intéressent les gestionnaires de ce patrimoine. Un autre lien peut être fait, à l'endroit cette fois de la gestion d'un héritage et de sa transmission. Dans l'épisode précédent, on a lu l'histoire dans les paysages, et les forêts, ici, sont bien le résultat, elles aussi, d'expériences, de plantations, qui répondent à des objectifs de production mais intègrent d'autres dimensions. Alors aujourd'hui, comment sont gérées ces forêts reçues en héritage et que souhaite-t-on transmettre d'elles? Ce qui vaut pour un territoire trouve un exemple en forêt. L'exemple ici, c'est celui de la forêt d'Eda. Découverte aujourd'hui avec Alain Bréluru, président du comité syndical du syndicat mixte de gestion forestière d'Eda, avec Charles-Étienne Dupont, gestionnaire de la forêt d'Alagna, et Danielle Fourniou, coordinatrice du plan de gestion Chaîne des Puys, Faille de Limagne. Alors on a choisi cette forêt aujourd'hui parce qu'elle est assez représentative des forêts que gère le syndicat forestier de la commune d'Eda. C'est une futaie irrégulière, donc composée essentiellement de résineux, de tous âges, et qui est en proximité du lac et qui connaît de par et son positionnement géographique par rapport à Eda au lac et son intérêt particulier et paysager qui connaît une grande fréquentation à la fois par les Clermontois mais aussi à la fois par les touristes. Qu'est-ce que ça veut dire, une futaie irrégulière? Une futaie irrégulière, ça veut dire qu'on a différentes essences, aussi bien des résineux que des feuillus, de tous âges et de tous stades de développement, sachant que le principe de gestion est de retirer, exploiter les arbres qui arrivent à maturité, voire des arbres plus jeunes qui peuvent gêner la croissance de sujets d'intérêt. Cette biodiversité étant un facteur de résistance aux différents aléas, qu'ils soient climatiques ou sanitaires. Là par exemple, autour de nous, vous pouvez décrire un peu ce qu'on repère immédiatement. Il y a du pin sylvestre qui a été planté sous l'impulsion du duc du Montlosier. Il y a de l'épicéa, il y a du hêtre, il y a du saule, des noisetiers et puis d'autres essences assez nombreuses qui font un peuplement qui est très très diversifié. Charles-Étienne, vous voulez raconter un peu le futaie irrégulière, là où en tout cas Alain parlait d'un mode de gestion qui est celui de prélever des arbres d'intérêt, de les repérer dans la forêt, plutôt que d'avoir une gestion par zone, c'est ça que je... Oui, alors en fait l'historique d'une forêt est très important dans la mesure où on analyse, nous, en tant que gestionnaire forestier, la manière dont elle s'est créée, on va dire, d'une certaine manière. C'est-à-dire que soit elle a suivi des cycles naturels et au long cours, finalement, les graines, avec le vent, les oiseaux, les écureuils, se sont implantées et ça a généré petit à petit une forêt qui, du coup, a une origine naturelle, ou alors elle a été plantée. Donc c'est très important ce qu'on vient d'entendre, parce que en fonction de ces éléments historiques, ça détermine et l'ancienneté et la manière dont on va se projeter sur la manière de gérer et de, comme le dit Alain, l'extraction des bois matures qui vont servir les besoins de l'homme. Voilà. Par exemple, un autre exemple de forêt, une futaie irrégulière, ça serait... Alors voilà, une futaie régulière, ouais. Donc en miroir de la futaie irrégulière. Irrégulière, en fait, ça veut dire qu'on a différents âges. Donc ça veut dire qu'une forêt est composée de différents étages en fonction de l'âge des arbres. Une forêt régulière, à l'inverse, tous les arbres ont le même âge. Et en général, c'est aussi une forêt où on a une seule espèce.
Et donc ça permet de cultiver la forêt, pour la production de bois. On va dire que ça c'était une technique qui a été développée petit à petit pour favoriser la production de bois. À ce sujet-là, si je peux compléter, donc au niveau du syndicat, on a aussi des forêts composées, des parcelles composées exclusivement de résineux, qui ont fait l'objet de plantations en monospécifique, par exemple un épicéa pur, il y a 30 ou 40 ans, et qui sont actuellement en cours de reconversion vers une futaie irrégulière. On se rend compte que ces forêts de résineux purs sont très sensibles aux aléas climatiques et au vent, avec des casses très très nombreuses pendant les tempêtes d'hiver, qui sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus violentes, et très sensibles à certains parasites comme les scolites. Alors qu'une futaie régulière, au contraire, va répartir les chances sur différentes essences de survie en cas d'aléas climatiques ou d'aléas sanitaires. Oui, c'est aller vers du mixte d'espèces et d'âge aussi. Et d'âge. Okay. Ouais. Et ça, si je peux rebondir là-dessus, en fait, ça a d'autres conséquences, d'autres avantages en termes de gestion. C'est que d'une part, on ne se retrouve jamais avec une forêt entièrement coupée. La futaie mélangée irrégulière, finalement, on vient récolter de temps en temps, de manière extrêmement raisonnée, quelques arbres par-ci par-là. Alors évidemment, c'est plus scientifique et plus méthodique que par-ci par-là, hein, c'est pas au nez levé, mais c'est quelque chose qui se fait au long cours et qui passe pas par ces cycles un peu traumatisants, on va dire, de la coupe définitive, qui laisse un trou dans le paysage et qui peut générer de la compréhension de la part de gens qui ne sont pas sensibles à l'aspect production de bois qui avait été programmé il y a 60 ou 70 ans. Et donc en fait aujourd'hui, l'avantage de mixer les âges, les espèces, etc., en fait, sur le plan paysager, la conséquence d'avoir des forêts mélangées, c'est qu'en fait on passe jamais, on a un paysage qui est plutôt stable en fait. Et donc ça c'est très avantageux. Et un des autres aspects, c'est le côté biodiversité, c'est-à-dire que finalement on a un écosystème, l'écosystème forestier, qui est beaucoup plus fonctionnel et qui finalement produit mieux, produit plus, etc. et beaucoup plus vivant et beaucoup plus résistant. Et donc ça c'est les aspects très techniques en fait de la gestion de la forêt, quoi. Ceci dit, si on regarde un peu plus longtemps en arrière que notre génération, c'est-à-dire un peu plus loin que les 50 ou 70 dernières années, en fait, avant, la forêt était quand même plutôt naturelle et donc naturellement irrégulière. C'est fin 19e, début 20e que finalement on a commencé à enclencher des grands plans d'aménagement du territoire qui ont finalement orienté la forêt vers des objectifs de production de bois. Et donc finalement, aujourd'hui, les concepts de gestion jardinée, de gestion irrégulière, finalement, on va dire que c'est un réajustement des pratiques et que nos paysages, qui sont très marqués par la culture du bois, et qui ont créé de l'emploi, qui ont créé de la richesse, qui ont fourni le bois pour nos habitats, pour nos usages, mais finalement, il y a d'autres moyens de produire du bois tout en respectant d'autres aspects qui aujourd'hui nous paraissent importants. Et Alain, vous disiez qu'il y avait la notion de paysage qui avait influé aussi sur ces changements de gestion ? Certainement. Le fait qu'on gère au sein de collectivités qui elles-mêmes sont engagées dans ces démarches. Je pense au parc naturel régional des volcans d'Auvergne, au département du Puy-de-Dôme, fait que ce message de l'intérêt d'avoir un paysage varié, agréable en termes de milieu de vie, sont aujourd'hui intégrés par beaucoup d'habitants et aussi par beaucoup de gestionnaires. En termes de paysage, un des enjeux aussi, c'est d'assurer la lisibilité des formes volcaniques. C'est-à-dire quand on voit un volcan, on comprend que son sommet, c'est un cratère, par exemple. Et une des actions conduites par le SMGFDEDA, d'ailleurs, c'est syndicat mixte de gestion forestière, pardon. Donc, que préside M. Polluri, c'est de justement participer à cette révélation des formes géologiques en rendant à la pâture la partie sommitale d'un puits
et en organisant aussi le renouvellement de la forêt de façon à identifier l'emplacement des coulées. Donc ça c'est un des rôles aussi de la forêt, de permettre de comprendre le territoire dans lequel on est et son histoire géologique. Et d'ailleurs c'est un projet qui rentre pleinement dans les logiques de du plan de gestion de la chaîne des puits et qui a obtenu le soutien de la fondation Chaîne des Puits Faille de Limagne. C'est dur de faire de la radio en marchant. Je vous entends tous essouffler dans mon casque. Peut-être on va attendre d'arriver quelque part. On a une vue sur le puits qui peut être intéressante. Alain voulait nous donner des clés de lecture de l'endroit où on vient d'arriver. Oui, donc on est au-dessus du lac d'Eda avec une vue sur le sud de la chaîne des puits, avec tout à fait à notre gauche donc, le puits de la Rode, juste en face de nous le puits de Charmont, et entre les deux un puits qui est pas couvert de forêt, qui est le puits de Combe-Grasse, qui a fait l'objet d'un déboisement en 2015-2016 pour l'ouvrir au pastoralisme, au pâturage des moutons. Donc on voit que le rendu en termes de paysage est complètement différent. Sur l'autre versant de la chaîne, on verrait parfaitement le cratère régulé de Puy de la Combe-Grasse, alors que ceux de la Rode et de Charmont sont complètement occultés, sauf à avoir vraiment une attention toute particulière par le couvert forestier. D'où le programme dont parlait Madame Fourniou tout à l'heure, de remise en valeur en complément du puits de Combe-Grasse, de remise en valeur des formes géologiques du puits de la Rode et du puits de Charmont. Là, la problématique est très bien posée. Là, en fait, quand on fait la lecture de paysage, c'est-à-dire qu'ici, on est sur un point très ouvert et qui nous permet d'avoir un point de vue général. Quand on fait de la lecture de paysage, on parle de paysage interne et de paysage externe. Donc ici, on est sur une vision externe du milieu. Quand on est dedans, on a la vision interne. Et donc, évidemment, c'est ce double aspect du paysage qui est important. Et ce qui est en train de se croiser, c'est la vision interne et non éduquée que peuvent avoir des pratiquants, que ce soit effectivement tous les usagers finalement, que ce soit les touristes, les forestiers, les chasseurs, les gens qui vivent ici. Et en fait, tous ces usages croisés n'ont pas forcément la même vision de ce qui est en train de se passer. Et donc, alors c'est pour ça que c'est important pour nous tous de bien communiquer, parce que finalement ça apaise beaucoup de choses de dire ce qui est en train de se passer. Et cette tendance, cette grande vision de vouloir essayer de concilier les différents usages, les différents aspects de la forêt, que revêt la forêt. Et on parle de multifonctionnalité, ça c'est un gros mot, c'est-à-dire qu'on a une forêt qui satisfait plusieurs usages, plusieurs fonctions. Les fonctions paysagères, les fonctions de production de bois, etc. Et donc finalement, ici on se rend compte qu'on a des forêts en transition. C'est clairement ça. On a des plantations, on aperçoit par endroits des raies. Je ne sais pas si vous voyez, on voit les lignes de plantation, des arbres qui ont été plantés, alignés. Et on voit aussi, alors du vert pour les épicéas, mais en ce moment il n'y a pas encore les feuilles, mais on voit tous ces arbres un peu beige, là, un peu marron clair, qui poussent au milieu des autres, et en fait qui vont être de plus en plus pris en compte pour composer cette fameuse futée irrégulière, forêt irrégulière, qu'on va pouvoir percevoir dans les années qui viennent. Et donc, ce que j'ajouterais éventuellement sur le fait de la nécessité de gérer et d'intervenir, c'est que naturellement la forêt elle suit des grands cycles de croissance, puis de dégradation, et puis ça redémarre, et en fait ces longs cycles-là peuvent passer par des phases de fort dépérissement. Ces forts dépérissements effectivement apportent du risque, des arbres qui tombent, des arbres qui sont, qui barrent les chemins et qui empêchent l'accès, qui limitent effectivement l'accès pour les incendies si jamais il y en avait, voilà. Mais aussi finalement qui se représente une perte considérable de bois, dans la mesure où en fait ce bois-là, c'est du bois dont on a besoin pour notre vie d'humain, social, qui est un matériau qui va aussi être un matériau de substitution à plein d'autres matériaux qui eux sont moins vertueux sur le plan environnemental. Donc finalement, on a tout intérêt à gérer plutôt qu'à laisser sous cloche.
l'effet de mise sous cloche de certaines zones de forêt est importante et ça se passe. Et c'est pris en compte dans la gestion durable dans la mesure où on identifie des zones d'intérêt importants. On parle d'indices de biodiversité potentielle et ces zones d'intérêt fort, elles sont mises sous cloche. Donc on parle d'îlots de sénescence, on parle de zones de vieillissement naturel, etc. Et ça qui sont ultra préservées, ultra protégées. Et c'est toute la collaboration avec les parcs, avec les écologues, avec toutes les instances finalement qui viennent apporter leurs compétences, leur expertise. Je suis très heureuse que vous abordiez la question des îlots de sénescence parce que c'est aussi une façon d'avoir un point d'observation de ce que serait une évolution non contrôlée finalement de certains espaces forestiers s'il n'y avait aucune intervention humaine. Et je pense que ça va être intéressant de l'observer dans le contexte actuel de mutation et de changement climatique, de voir comment cette forêt ancienne poursuit sa vie et quelle est sa durée de vie et comment elle va muter par elle-même. Daniel, on a parlé beaucoup de gestion forestière, mais est-ce qu'on peut parler maintenant de la gestion du plan de gestion, donc je ne sais pas si on peut dire qui régit, mais en tout cas qui cadre l'action et les équilibres à trouver dans la chaîne des puits, la faille de Lyman? Est-ce que ce plan de gestion, voilà, ça résonne un peu peut-être avec ce qui s'est dit dans le souci de préserver ces équilibres, de fixer aussi parmi toutes ces propriétés privées, ces sommes d'intérêt, peut-être une direction commune? Je ne sais pas, c'est comme ça qu'on peut le comprendre? Alors le plan de gestion qui est dédié au bien chaîne des puits faille de Lyman et au grand site de France, la forêt effectivement ça en est une partie importante, mais aborde de multiples domaines qui ont un impact à la fois sur le paysage, sur la qualité de vie sur le territoire, sur la façon de le visiter, sur l'accueil que l'on donne, sur le partage des connaissances. On voit que c'est multi-fonctions et multi-acteurs. Et ce plan de gestion, en fait, il s'inscrit dans une continuité de ce qui s'est fait avant. Donc on a depuis fort longtemps des mesures de préservation qui ont concerné ce site. Une des plus importantes qui a eu lieu dans les 20 dernières années, c'est le classement de la chaîne des puits au titre du Code de l'environnement. Bien sûr, la reconnaissance à l'UNESCO, alors là qui n'est pas une mesure réglementaire, mais une reconnaissance de la qualité du travail qui a pu être conduit jusqu'à présent par les gestionnaires de ce site. Et ce plan de gestion, il a vocation à allier, à trouver un point de consensus, on va dire, entre les attentes d'un territoire et aussi les recommandations qui nous viennent soit du niveau national, soit du niveau international avec le comité du patrimoine mondial. Et c'est un peu finalement peut-être la conclusion de cette série et aussi un de ses fils rouges, c'est l'idée de patrimoine comme quelque chose dont on hérite et qu'on transmet, mais aussi comme une façon de dire ce qu'on veut faire ensemble d'un territoire. C'est un peu ça. Alors c'est tout à fait cela, c'est à la fois une transmission, parce que le patrimoine, c'est au sens du bien commun, qu'il soit physique ou immatériel. C'est vraiment un bien commun que l'on partage ensemble. Il y a une notion qui est importante, c'est celle de responsabilité. Nous sommes tous responsables de son devenir et nous avons tous un rôle à jouer. Et il faut qu'on arrive à trouver le bon curseur plutôt, entre les différentes activités pour maintenir. Alors, c'est pas le mot maintenir. Le mot maintenir n'est pas juste. C'est pour trouver un équilibre qui correspond à ses attentes paysagères et à ses attentes sociétales. Ça résonne un peu avec la forêt, cette idée-là d'héritage et de transmission pour vous, Alain, Charles-Étienne? Complètement. Le syndicat est géré par des délégués de village, puisque EDA compte de nombreux villages, avec une sociologie au niveau de ces délégués qui est très intéressante. On a bien sûr des habitants historiques d'EDA qui ont hérité de ce patrimoine de leurs propres parents ou grands-parents et qui sont à la fois de manière affective et historique très attachés et qui, en termes de gestion au niveau du syndicat, pèsent lourd dans la réflexion et la démarche. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi autour de la table, parmi les délégués syndicaux, tout un ensemble de jeunes néo-ruraux qui travaillent sur Clermont-Ferrand
et qui se sont portés volontaires pour participer à la gestion des forêts, au titre du patrimoine tel qu'ils le ressentent eux, comme étant un patrimoine qui leur appartient directement parce qu'ils en usent tous les jours, mais aussi un patrimoine de valeur et qu'ils souhaitent voir pérenniser, améliorer, et avec même une notion, alors qu'ils sont relativement jeunes dans l'ensemble, de transmission à leurs propres enfants. Donc on est vraiment sur une notion de gestion patrimoniale au vrai sens du terme. Pour vous, Charles-Étienne, peut-être aussi un regard forestier sur le monde, c'est un regard un peu de projection dans le temps long et aussi d'ancrage dans quelque chose qui nous précède. Il y a quelque chose comme ça? Alors, dans la réponse que je peux vous faire, il y a une part professionnelle qui est de dire effectivement, nous forestiers, en fait, on est des héritiers. Hein, quoi qu'il arrive, toutes les forêts qu'on a sous les yeux, c'est pas nous qui les avons créées. Et donc, en fait, il y a eu d'autres forestiers, il y a eu d'autres pratiques avant nous. Et donc, en fait, il faut composer avec l'existant. C'est-à-dire, c'est comme ça. Ceci dit, on porte la responsabilité de ce qu'on va laisser après nous. Et donc, si on est conscient que des générations qui vont nous suivre, notre responsabilité, c'est effectivement de leur laisser le choix dans les options qui vont s'offrir à eux. La responsabilité est aussi, je pense, une certaine fierté. C'est-à-dire que on s'accapare ce paysage, on l'aime, on apprécie d'habiter ici, de vivre ici, d'avoir nos pratiques ici, de VTT, de tout ce qu'on aime faire dans la chaîne des Puys, et on en est très fiers. Et on a envie finalement d'être aussi fier d'avoir pris en compte ce patrimoine pour pouvoir le léguer d'une certaine manière, le laisser dans le meilleur état possible, quoi. Enfin, moi c'est comme ça que je le perçois. Et au-delà de ça, alors donc un deuxième niveau de réponse qui est plus personnel, là pour le coup ça n'engage que moi évidemment. Il y a quelque chose d'un peu philosophique aussi, c'est-à-dire que laisser la forêt sous cloche d'un côté de la barrière en disant on la protège de toutes mauvaises actions, et de l'autre côté de la barrière d'avoir des pratiques qui satisferaient nos besoins humains, finalement c'est considérer que l'humain est indésirable dans les deux cas. Soit d'un côté il exploite, il détruit, soit de l'autre côté il laisse la nature à son libre cours, et d'une certaine manière c'est parce que l'humain est destructeur qu'il faut sauver cette partie-là. Moi je ne partage pas cette idée-là, je pense qu'on peut aussi avoir une présence humaine positive. Et notre responsabilité justement c'est d'assumer notre rôle d'une certaine manière d'intendance de cet espace, et que en fait qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour ce territoire, quoi. C'est comme ça que je le vois. Moi j'ajouterais que oui, on a tous cette responsabilité de transmettre, du simple habitant au gestionnaire qui peut avoir beaucoup de moyens, et que parfois l'action qui a le plus d'impact et d'effet n'est pas forcément la plus importante en termes financiers ou en termes de communication. Parfois une toute petite action a de très très grands effets. Et est-ce que derrière le plan de gestion il y a des valeurs, enfin en tout cas dans ce qui guide la gestion? Alors je dirais que les maîtres mots, pour moi, ça serait... on pourrait avoir 5 verbes pour ça. C'est la préserver, c'est accueillir, c'est transformer, pour dire que c'est vivant et qu'il y a peut-être d'autres valeurs économiques à créer que celles que l'on connaît actuellement. Donc il faut mettre un peu d'imagination au pouvoir, entre guillemets. C'est partager, et puis c'est rayonner, c'est-à-dire faire savoir et pouvoir être éventuellement un lieu qui donne l'exemple à d'autres. Avec l'ONF, d'ailleurs, il y a eu des changements dans les plans d'aménagement, parce que je me rappelle on avait beaucoup parlé justement je dirais, une clé de lave. On est dans les chairs, là. On est dans les chairs, Et ces chairs-là, courant 19e, début 20e, elles n'étaient pâturées. Il n'y avait pas un arbre. C'est ça qui est incroyable. Alors ça, on peut rebondir sur le pourquoi de l'intérêt de la futaie irrégulière et de la transmission. Parce qu'en fait, en faisant de la futaie irrégulière mélangée, finalement, on maintient des options. Et là, comme on vient de le dire, en regardant la forêt qui est devant nous, on voit plein de sortes d'espèces d'arbres différentes, des tailles, des petites, des moyens, des grands. Et en fait, c'est multiplier les options pour nos successeurs. Là, en l'occurrence, on aperçoit du sapin. Et petit à petit, on se rend compte que le sapin est quand même très menacé. Il y a 20 ans, on aurait pu tout à fait faire le choix d'éliminer les pins sylvestres au profit du sapin, parce qu'on n'avait pas cette conscience que le climat allait changer à ce point-là, et on aurait pu privilégier le sapin, qui était
plus valorisable économiquement. Ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, on a un mélange. Et il se trouve que comme le sapin est clairement menacé, si jamais il vient à mourir, en fait on a d'autres options. Et ça en fait c'est stratégiquement la sécurité pour la forêt, pour l'avenir quoi. Et en plus il se trouve que les pins sylvestres ici sont vraiment particulièrement beaux, ils ont été particulièrement bien gérés. C'est pas moi qui les fais, donc je peux le dire sans orgueil parce que c'est pas moi. Mais voilà, on a des pins absolument magnifiques à Ayda. Mais pour votre culture personnelle, les arbres qui sont marqués en rouge, comme ce petit hêtre là, vous voyez, ou ce pin ici, ou celui-là, font partie des arbres à abattre au cours de la prochaine exploitation qui aura lieu l'hiver prochain. Et vous voyez qu'on abat aussi des arbres de petit diamètre, parce qu'il n'est pas considéré comme arbre d'avenir, certainement qu'il a été considéré comme gênant pour le bon développement des arbres qui est autour de lui. Quand vous marchez en forêt, vous arrivez à lire un peu, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'arbres. Bon, je ne sais pas si ça peut se transmettre là comme ça, c'est de l'expérience. Mais... Je crois que c'est difficile et quand j'ai commencé à travailler pas sur la forêt, mais sur le plan de gestion ou à fréquenter des forestiers justement, qui soient de l'ONF ou des privés, à force de se promener, on prend un coup d'œil, on le développe. Et je ne sais pas vous expliquer comment, ni pourquoi, mais c'est une sensibilité qu'on développe, oui. On regarde où par exemple? On regarde la cime Non, déjà on regarde comment c'est structuré, combien il y a d'arbres, pas au mètre carré, mais sur une petite surface. Dire, oula, il y en a celui-là, là, il va gêner l'autre parce qu'il penche, il empêche l'autre de pousser droit. Enfin, je sais pas, c'est des petites choses comme ça que l'on voit. Et je dirais que ça s'acquiert au contact des professionnels. Et là, on est de nouveau dans une chaîne de transmission. Et puis on a le maintien d'arbres comme celui-ci, qui est mort, mais qui est appuyé solidement sur un autre, qui lui est solide, et qui va rester en l'état, parce qu'il est qualifié comme arbre remarquable. Parce que c'est un arbre habitat pour de nombreuses espèces. Des oiseaux, des insectes, des petits mammifères. Et ça, c'est géré au titre de l'amélioration de la biodiversité. C'est-à-dire que ces arbres dits habitats, qu'on conserve, en fait on considère qu'il en faut un minimum par hectare, et donc on les conserve parce que aussi il y a un intérêt. C'est pas seulement on se dit intellectuellement c'est bien la biodiversité tout ça, mais c'est aussi l'écosystème. C'est-à-dire que finalement on a peur des parasites qui vont attaquer les arbres qu'on souhaite cultiver, mais en fait le prédateur du parasite, lui, si ça se trouve, il habite dans ces arbres-là, dans ces souches-là. Et donc, en fait, tout cet écosystème où tout est lié, en fait, il est fonctionnel. C'est-à-dire qu'il fonctionne. Et en fait, il vient protéger le système des attaques, et donc ça s'autorégule. Donc finalement, en préservant des arbres morts comme ça, on se dit « Ah, c'est pas propre, c'est bizarre, ils l'ont oublié ». Non, en fait, c'est conscient, et ça fait partie de l'écosystème. J'aime beaucoup l'idée de laisser des options aux gens qui viendront après nous. Je ne sais pas si le plan de gestion laisse plein d'options aussi. Beaucoup. Par définition, il ne peut pas tout prévoir. Il donne des orientations. Il vise quelques actions précises. Mais il est révisé régulièrement. Donc il engrange à partir des expériences vécues. Et il ouvre à chaque fois de nouvelles pistes. C'était La Chaîne et la Faille, épisode 4, Transmettre les forêts, avec Alain Bréluru, Charles-Étienne Dupont et Daniel Fournier. Une série réalisée par Guillaume Mézières, musique Télio Mével.